Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à venir vous parler des allergies alimentaires. Je sais que c'est un sujet qui occupe beaucoup de discussions et qui occupe surtout beaucoup de place dans vos écoles. Alors, pour commencer, je vais vous présenter, bon, donc le titre est Uniformiser la gestion des allergies alimentaires à l'école, une nécessité. Euh, Juste vous dire qu'on a eu le support de Pfizer pour mettre en place la pochette avec laquelle on fait notre projet. Donc, c'est eux qui nous permettent de pouvoir l'imprimer et de la diffuser. Et pour notre projet pilote, on a travaillé avec la Fédération des établissements d'enseignement privé. Donc, les allergies, les faits, il y a à peu près 300 000 personnes au Québec qui vivent avec des allergies alimentaires. De ce nombre, 6 à 8 sont des enfants québécois, donc à peu près 40 000. Et on dit que 7 des familles connaissent quelqu'un ou ont quelqu'un dans leur entourage qui a une allergie alimentaire. 18 c'est le taux d'augmentation des allergies alimentaires entre 1997 et 2007. On devrait avoir des études à la fin de cette année, mais je pense que vous êtes bien placés pour savoir que c'est toujours en augmentation. 12,5 c'est le taux d'incidence annuel d'exposition accidentelle des enfants qui ont des allergies aux arachides au Canada. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui est à risque de faire un choc anaphylactique. Il y a 10 allergènes principaux qui ont été déclarés, donc les arachides, le blé, le lait, la moutarde, les noix, les œufs, les poissons, les fruits de mer, le sésame et le soya. Et à eux seuls, ils comptent pour à peu près 90 des réactions allergiques qu'on retrouve. Toutefois, il faut savoir qu'on recense plus de 160 aliments qui peuvent causer des réactions allergiques. Donc, je vais vous parler un peu d'Allergie Québec. En fait, Allergie Québec, c'est anciennement l'Association québécoise pour les allergies alimentaires qui a été renommée en 2015. Donc, on est un organisme à but non lucratif qui fonctionne depuis 1990. On est le principal centre de référence communautaire au Québec pour les allergies alimentaires. On est un regroupement de gens, d'allergologues, de nutritionnistes, de pharmaciens, d'institutions, d'écoles, de garderies, d'hôpitaux. Et on a un conseil d'administration qui est composé d'un peu des gens de tous les milieux. Notre mission, c'est de promouvoir la sécurité et d'améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui doivent composer avec des allergies alimentaires par des programmes d'information, de soutien, d'éducation, de formation et de sensibilisation. Donc, on a beaucoup de travail pour une petite équipe. Juste une idée de ce qu'on offre comme service, parce qu'on offre des services gratuits à la population. Donc, on a un programme de parrainage où des familles qui vivent avec des allergies alimentaires acceptent de parrainer d'autres familles qui passent à travers des moments, soit lors du diagnostic ou lors de changements de vie de leurs enfants. On offre des webinaires gratuits. On a une ligne de soutien gratuite où des diététistes vont répondre aux questions des familles et de plus en plus aux professionnels de la santé qui ont des questions sur les allergies alimentaires. On fait beaucoup de formations aussi au niveau des CPE, de la restauration des hôtels pour leur apprendre, pour leur faire comprendre, pour les sensibiliser à ce que c'est de gérer et de recevoir des gens qui ont des allergies alimentaires. Bon, on a des membres, donc on a des infolettres, on a un site web, on est sur Facebook et on a aussi un site web qui est complètement dédié aux nouveau-nés et qui est en train d'avoir déjà. On a aussi un programme qui s'appelle Allergènes contrôlés. Ça s'adresse plus aux manufacturiers. En fait, c'est un programme, vous savez, quand vous achetez un aliment à l'épicerie et qu'il y a une pinotte barrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de réglementation sur la véracité de la pinotte barrée. Donc, ce n'est pas parce qu'un manufacturier met une pinotte barrée sur sa boîte de biscuits qu'il a mis tout en place ce qu'il faut pour vraiment assurer la sécurité. Il peut avoir downloadé l'image sur Google puis penser qu'il fait ça comme il faut, mais que dans le fond, ce n'est pas si tant que ça. Oui, vous êtes surpris, hein, mais c'est vrai, ce n'est pas réglementé. La seule chose qui est réglementée, c'est d'inscrire l'allergène dans la liste d'ingrédients. Donc, on a un programme qui s'adresse à l'industrie agroalimentaire qui permet de certifier et d'apposer un logo. Et là, bien, il y a ce qu'on appelle en anglais un third party audit, un audit externe qui va venir certifier que l'aliment pour lequel vous déclarez qu'il n'y a pas d'allergène est vraiment certifié. Donc, le plan de la présentation, je vais vous expliquer un peu notre projet du protocole ou du guide dans les écoles, les grandes lignes de notre guide, découvrir notre projet pilote et quelles seront nos prochaines étapes.
Donc, l'historique de la démarche, en fait, en 2005, le gouvernement de l'Ontario a adopté ce qu'on appelle la loi de Sabrina. Elle s'applique à toutes les écoles publiques de l'Ontario. Donc, le gouvernement a obligé les écoles à avoir les commissions scolaires, en fait, à avoir un programme en place pour gérer les enfants qui ont des allergies alimentaires. Donc, c'est une loi. Les écoles sont obligées de s'organiser. Cette loi-là a été nommée à la mémoire de Sabrina Shannon, qui était une adolescente qui, lors de sa première année d'études secondaires, est allée manger à la cafétéria de son école et, par contamination croisée, dans le fond, elle était allergique aux produits laitiers et la pince qui avait servi à mettre le fromage dans une poutine a servi pour prendre les frites de sa poutine à elle. Elle a fait un choc anaphylactique à l'école et elle est décédée. Donc, c'est basé là-dessus qu'un groupe, les gens en Ontario, ont décidé de pousser pour avoir une loi. Au Québec, présentement, il n'y a encore aucune loi qui est semblable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, on a eu notre petite Sabrina qui s'appelait Megan, petite fille de 6 ans, qui a perdu la vie dans une école après un choc anaphylactique. Dans le fond, elle était à l'école au service de garde pendant que ses parents étaient dans une réunion de parents avec son professeur. Et les gens du service de garde pensaient qu'elle faisait une crise d'asthme, donc lui ont donné ses pompes, mais finalement, elle faisait un choc anaphylactique et les services d'urgence sont arrivés trop tard. La petite fille est décédée, malheureusement. Donc, en 2011, il y a eu une coalition pour la loi de Megan qui a été formée avec plusieurs intervenants de plusieurs milieux, dans le but, dans le fond, d'un peu de reprendre l'initiative de l'Ontario puis de se dire il faudrait bien qu'on ait une loi semblable au Québec. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, en 2013, la coalition a été démantelée. Suite à ça, Allergie Québec a décidé que même si la coalition avait été démantelée, de poursuivre ses efforts pour d'essayer de développer un guide sur la gestion des allergies alimentaires à l'école. Donc, comme je vous disais, il n'y a toujours pas à l'heure actuelle de législation standardisée au Québec qui encadre les enfants allergiques. Chaque commission scolaire doit élaborer et mettre en place ses propres normes en matière de gestion des allergies et ensuite s'assurer de les faire respecter dans les écoles qui, eux, peuvent décider de prendre ces normes-là ou d'en faire de nouvelles. Et ce qu'on me dit, ça peut aller jusque dans la classe. Le professeur peut aussi décider de mettre d'autres restrictions. Donc, il n'y a pas d'uniformité dans les politiques, ce qui veut dire qu'un enfant qui rentre à l'école sur le territoire québécois, dépendamment dans quelle école il va, peut avoir des interventions ou des plans d'intervention, une sensibilisation des gens qui le reçoivent qui sont différentes. Et ce que je peux vous dire, et ce que nos membres nous disent, c'est que souvent les parents, ils vont magasiner leur école quand les enfants rentrent au primaire et ils vont envoyer leurs enfants dans une école où ils se sentent en sécurité, puis où ils ont l'impression que les intervenants qu'ils ont rencontrés les ont rassurés. Donc, ma première petite question. Quel est le pourcentage des visites à l'urgence au Canada est attribuable spécifiquement à un choc anaphylactique? Alors, la réponse, A, B, C, D. Ah, vous êtes bon! C'est 8 %, ce qui représente à peu près 14 000 visites au Canada en hôpitaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les allergies alimentaires, ce n'est pas une condition qui amène un grand investissement de la part du système de santé. Une fois qu'un enfant ou qu'un adulte est diagnostiqué avec une allergie, qui est allé voir un allergologue, qui a confirmé son diagnostic, qui lui a donné sa prescription, pour l'instant d'épipène, ensuite, ça s'arrête là. La gestion de son allergie ou de je ne veux pas appeler ça une maladie, là, mais de sa condition, est pleinement sur la responsabilité du patient, ce qui fait que pour le système de santé, ce n'est pas une condition qui coûte cher. Il y a 8 % au Canada des gens qui vont rentrer en choc anaphylactique pour une raison alimentaire. Ils vont rester là quoi? 12, 24, 48 heures, puis ils vont ressortir. Donc, maintenant, on va voir un peu les grandes lignes de notre guide. Je vais vous montrer ce qu'on envoie aux gens. Ça, c'est la trousse qu'on utilise. Notre guide a été développé en 2015 en concertation avec plusieurs intervenants du secteur. Il a été revu par le Comité scientifique d'Allergie Québec qui comptait des allergologues, des diététistes, des infirmières.
et il a été présenté l'an dernier au congrès de l'Association des allergologues, puis il a reçu un appui de leur part en disant que c'était un outil qui avait été bien monté puis qui était utile pour eux. Donc, le but de notre programme, dans le fond, c'est il vise à guider puis à uniformiser les connaissances des intervenants concernant les principales recommandations pour la gestion des allergies alimentaires à l'école et l'approche de gestion en matière de réaction anaphylactique. Donc, en gros, mais sans s'y limiter, on parle des stratégies pour réduire les risques d'exposition aux allergènes, la sensibilisation puis de la communication ouverte autour des allergies alimentaires, puis les procédures d'urgence pour intervenir lors d'une réaction anaphylactique. Notre programme vise également à orienter et à standardiser les mesures mises en place par les administrations scolaires pour protéger les étudiants allergiques. Donc, que ça soit promouvoir l'identification appropriée des étudiants, créer des plans d'intervention, établir des procédures d'urgence, veiller au stockage des épipènes, parce que ce n'est pas toujours évident, puis ce n'est pas toutes les écoles qui en ont en extra, puis former régulièrement les intervenants et le personnel sur les allergies alimentaires. Donc, la trousse à outils qui a été envoyée aux gens de nos écoles test comprenait, entre autres, je vais vous montrer ça rapidement, comprenait une lettre, comprenait des exemples de lettres que les gens peuvent photocopier pour utiliser avec les parents, comprenait une affiche aussi qui peut aussi être photocopiée sur l'utilisation de l'épipène, le guide, qui n'est pas très gros, avec ses annexes, et un épipène de pratique, pour savoir comment on utilise ça, un épipène, si jamais ça nous arrive. Donc, les écoles ont reçu le guide. Donc, bon, c'est ça que j'ai écrit. Donc, un plan d'information, une affiche, des exemples de lettres, une liste de contrôle, une affiche plastifiée, puis un dispositif d'auto-injecteur. Il y avait aussi une formation qui était adaptée au guide. Le plan de formation, en gros, c'était de comprendre les allergies alimentaires, de comprendre les principaux symptômes de l'anaphylaxie, puis comment gérer de façon possible les allergies à l'école. Donc, question qu'on se fait souvent poser. Vrai ou faux? Est-ce que l'odeur d'un aliment peut provoquer un choc anaphylactique? Donc, non, l'odeur de l'aliment ne peut pas causer un choc anaphylactique. Là, je vais regarder sur ma feuille parce qu'il y a beaucoup de consonnes. Les molécules s'appellent des pyrazines. Donc, ce ne sont pas des protéines parce que quand on fait une réaction allergique, on est allergique aux protéines de l'aliment. Donc, ça, ce sont des molécules odorantes. Toutefois, donc, les protéines, eux, ils ne peuvent pas se retrouver dans l'air. La seule exception, c'est si on cuit des particules comme souvent du poisson, et là, que les particules peuvent se retrouver dans l'air, certaines personnes qui sont très, très, très sensibles pourraient avoir une réaction. Toutefois, ça n'a pas été démontré dans la littérature que les gens ont fait des chocs anaphylactiques avec l'odeur. Mais à part le poisson, il n'y a pas de raison pour que l'odeur entraîne une allergie. Bon, là, on est rendu au projet pilote. Donc, quand je suis arrivée, moi, l'année passée à Allergie Québec, le projet pilote était déjà débuté. Alors, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec la Fédération des écoles privées parce que les gens avaient des contacts et que c'était plus facile, ils nous ont ouvert les portes. On a eu 6 écoles primaires, 2 écoles secondaires, 2 des écoles qui avaient manifesté leur intérêt au début ont décidé de se retirer du projet. Donc, on avait des gens dans la région de Montréal, dans la région de Québec, dans l'Anaudière, à Sherbrooke et au centre du Québec. Donc, on avait quand même des gens un peu partout. Les 8 écoles ont reçu le guide et la trousse au printemps dernier. Ensuite, ils ont reçu un soutien personnalisé d'un membre de l'équipe d'Allergie Québec. Et toutes les écoles ont reçu une formation, soit en personne, soit en webinaire de notre diététiste. Donc, c'est elle qui a fait le tour des écoles puis qui a discuté avec les gens pour leur faire la présentation que vous avez vue tout à l'heure. Puis ensuite, elle s'est rendue disponible là, pour les gens qui avaient des questions supplémentaires suite à la formation, puis suite aussi à avoir vu le guide puis à vouloir l'implanter dans leurs écoles. Cette phase 1 nous a permis, dans le fond, de tester un peu
comment les gens allaient recevoir le guide, qu'est-ce qui était important, est-ce qu'on avait mis les bonnes choses, est-ce que c'était utile, est-ce que, un peu tout ça. On vient de recevoir un peu les commentaires. On a fait un sondage suite à cette première étape. Les formations ont eu lieu plus à l'automne. Et je vous dirais que on a été très heureux des résultats. Donc, la qualité de la trousse a été jugée très satisfaisante par la majorité des participants. Et il y en a aussi une majorité qui nous ont donné 4 ou 5 étoiles. Donc, ça veut dire que c'est bon. Puis, ça va nous permettre aussi d'acquérir un aperçu des coûts. Et on a eu aussi beaucoup d'idées. Une des questions était qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que la trousse ne comprenait pas et que vous aimeriez avoir. Donc, ça nous a donné des idées qu'on va essayer de mettre en place par la suite. Mais on a beaucoup vu des vidéos de sensibilisation pour les élèves, pour les professeurs, mais aussi pour les parents. Des outils pour remettre aux parents, une formation spécifique pour les élèves, pour que les enfants comprennent c'est quoi les allergies alimentaires, des fiches explicatives pour administrer les pipennes, pour qu'ils soient plus disponibles et que ça soit plus visible dans les écoles. Donc, on a eu plusieurs informations. Je vais juste revenir sur la formation. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas seulement on a formé, dépendamment des écoles, la formation a été ouverte à tous les intervenants. Donc, pas seulement aux professeurs. On a aussi formé, dans certaines écoles, les infirmières, dans d'autres, les diététistes, mais on a aussi ouvert la formation aux gens du service de garde, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est ces gens-là qui passent la période du repas du midi avec les enfants. Donc, c'est souvent eux qui ont, dans le fond, le plus grand risque, si on veut, dans la journée. Là, le professeur gère la collation du matin, mais eux, ils gèrent le dîner et la collation de l'après-midi. Donc, pour nous, c'était vraiment super important de les inclure dans cette formation-là pour qu'ils comprennent, puis qu'eux aussi puissent avoir des outils pour mieux gérer les enfants. Donc, les prochaines étapes. Bien, en fait, là, on travaille sur le début de notre phase 2. On espère pouvoir recruter de nouvelles écoles pour l'an prochain. L'objectif de la phase 2, c'est d'avoir une cohorte élargie, de raffiner le contenu du guide, comme je vous disais, suite aux commentaires des différentes écoles, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer. Y a-t-il des nouveaux outils qu'on peut développer pour l'automne prochain? Et aussi, ultimement, notre souhait à nous, c'est d'en faire un guide qui va vivre indépendamment de Allergie Québec. Parce que veut pas, présentement, la diététiste a fait les formations l'an dernier. Elle va probablement les faire pour la prochaine année. On essaie aussi de travailler sur une façon de peut-être avoir des formations plus interactives, penser au e-learning pour qu'un jour, cette boîte à outils-là puisse vivre indépendamment et que les gens, dans le fond, nous appellent seulement quand ils ont des questions très spécifiques ou qui ont besoin d'un support particulier. Donc, notre objectif, on va débuter notre recrutement bientôt. Notre objectif, c'est d'ajouter 20 nouvelles écoles aux 8 écoles qui ont déjà pris part à la phase 1. Et je vous dirais que personnellement, mon deuxième objectif, c'est que je ne veux pas que les écoles qui décident d'embarquer dans notre programme cette année le fassent seulement pour le protocole. On a le goût aussi de les embarquer, si je peux dire comme ça, dans tous nos projets de sensibilisation à travers Allergie Québec qui peuvent toucher les enfants ou les adolescents, dépendamment des écoles, pour leur permettre de vivre un peu les allergies alimentaires tout au long de l'année. Donc, on essaie de voir aussi s'il n'y a pas d'autres activités qu'on fait au cours de l'année pour lesquelles ces écoles-là ne pourraient pas être privilégiés, si je peux dire, au niveau du contenu ou d'un concours ou quelque chose, pour que, dans le fond, oui, ils prennent le protocole et ils le mettent à leurs mains et ils décident de le prendre, mais que ça devient aussi un projet pour toute l'école et que ça amène aussi une phase différente de sensibilisation qui peut être positive et non pas juste la gestion d'une fiche d'un enfant, là. Donc, nous cherchons aussi des sources de financement. On est un OBNL qui ne reçoit pas de subventions, des minimes subventions, étant donné qu'on tombe un peu dans la craque de... On n'est pas un organisme qui fait la promotion de la saine alimentation ou la promotion des saines habitudes de vie, mais on n'est pas non plus une
une pathologie qui amène des conséquences sur la santé. Donc, une fois que tu l'as, puis le seul remède, c'est l'évitement. Fait que c'est difficile un peu de trouver du financement, donc on continue toujours là-dessus. On poursuit nos efforts de représentation, donc c'est un peu ma fonction d'être ici aujourd'hui. Surtout, je vous dirais, pour moi, de mieux comprendre le système scolaire, d'essayer de comprendre comment je peux faire des liens avec vous pour essayer de pousser notre message, de vous aider. Dans le fond, notre but aussi, c'est de vous aider à gérer ça parce qu'il n'y en aura pas moins des enfants avec des allergies alimentaires. On sait que c'est un problème au quotidien. Donc, si on peut vous aider à rendre ça plus facile et si nous, on peut savoir qu'on va permettre à plus d'enfants d'être dans des écoles et que ça soit plus sécuritaire, je pense que tout le monde va y gagner. Et donc, on est conscient que le chemin sera long, mais qu'on dépose des petites roches là à chaque année pour essayer de faire avancer notre projet. Voilà.